J'espère que vous allez bien à la maison. Très heureux de vous savoir à l'écoute de cette toute nouvelle édition de Pour votre information. Avec cette semaine, rencontre avec Richard Chevalier qui, pendant plus de 30 ans, a étudié le corps humain, l'a même enseigné, oui, avec son rôle de professeur en éducation physique. Justement, lui qui est récemment auteur d'un livre sur les bienfaits de bouger pour le corps humain, mais à la fois sur le cerveau. Vous allez voir, ce sera une discussion très importante et fascinante. Aussi, Peggy Belland, toujours en parlant du corps humain, viendra nous parler des bienfaits de bien choisir les vitamines, mais l'impact que ça peut avoir dans notre quotidien, sur notre bonheur aussi. Nicolas Vincent-Poirier viendra aussi exposer ses plus récentes découvertes cinématographiques. Et pour tout de suite, Marie-Chantal Perron, comédienne depuis plus de 30 ans dans votre téléviseur, également au cinéma, mais aussi autrice d'un livre fort intéressant. Je vous souhaite une très belle émission. Je suis très content de pouvoir bavarder avec cette comédienne, mais autrice aussi qu'on peut ajouter, qu'on pouvait déjà ajouter parce qu'elle avait eu un projet de livre jeunesse il y a cela quelques temps. Mais là, c'est vraiment son premier roman, on peut l'exprimer ainsi, avec Marie-Chantal Perron qu'on a avec nous. Bonjour! Salut, salut! Ça va bien? Oui, toi? Ben oui, super bien. Merci de me recevoir, c'est très gentil. C'est un immense plaisir de le faire. On a abondamment de temps pour parler aussi de plusieurs projets un petit peu plus loin qui t'occupent évidemment devant le petit écran aussi, parce que tu fais partie de nos vies depuis quand même quelques années aussi avec plusieurs projets télé. Mais allons-y tout d'abord avec justement les 12 mois de Marie, ce livre-là. Et pourquoi c'est important de parler dans ce livre-là, finalement, du rôle de belle-mère, qui est un peu le thème central. Oui, tout à fait. C'est ça, j'avais le goût de parler de l'enjeu d'une déconstruction d'une famille recomposée. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ces familles-là se décomposent? Parce qu'on était dans une société où il y a beaucoup de divorces, puis tout ça, on a recomposé nos familles, mais maintenant, souvent, ces familles-là n'ont pas la garantie de continuer. Alors, j'avais le goût de parler de cet enjeu-là, de ces liens invisibles, qui c'est des liens non généalogiques, non sanguins, mais qui n'empêchent pas que ça peut être des liens extrêmement profonds. Puis quand il y a brisure au niveau du couple, qu'est-ce qui se passe si le lien, comme dans le livre Les 12 mois de Marie, que Marie est très attachée à sa prunelle? Oui, exactement. Puis c'est ça, donc on s'entend que c'est presque une relation comme mère-fille qui se tisse à travers les années. J'en ai été témoin autour de moi, de gens très proches. Puis, donc, est-ce que c'est beaucoup inspiré de ton histoire, de ton passé, ce que tu imprègnes dans ce livre-là? C'est sûr que c'est un élan du cœur, donc ça vient de quelque chose que j'ai vécu et que je vis encore, mais j'avais vraiment la volonté de vouloir plonger dans la fiction parce que je voulais en faire une œuvre littéraire. Je voulais pas aller dans le récit, je voulais pas aller dans le documentaire, dans le témoignage. Je voulais me permettre de pouvoir aller en 2035, revenir, imaginer des personnages, y mettre aussi beaucoup de puits de lumière sur ces peines-là. Alors, c'était important pour moi de faire une œuvre fictive avec ça. Oui, puis de montrer aussi que la parentalité peut se déployer sur plusieurs axes aussi. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait compris, oui, exactement. Ouais. Puis je trouve qu'il y a comme une petite faille là, dans la société au niveau de... Il y a comme un bout qu'on n'avait pas compris, là, qu'il y a des enfants au milieu de certains enjeux et il y a des enfants au milieu de certains enjeux. Tu vois, ça fait ding, là, c'est moi qui ai fait ding. On avait peur que ce soit toi, mais finalement, c'est moi. Donc, des enjeux pour ces enfants-là qui risque de perdre risque de perdre des liens ou de se retrouver en conflit de loyauté ou en aliénation parentale. On a le droit de se poser la question. Alors, ça serait, je pense, important comme société de se la poser ensemble, oui. Oui, bien, je pense que oui. Puis, entre autres, notamment, ce que je peux tirer de ce que vous venez de dire, de ce que tu viens de dire, je vais rester au-dessus, c'est que parfois, la relation entre la mère biologique et le père biologique, c'est pas terminé. La relation est
n'est pas très tendre, parfois c'est tendu, l'enfant peut servir un peu parfois malencontreusement de... Être instrumentalisé. Exactement. Et la conjointe ou le conjoint, tout dépendant des cas, mais peut servir aussi parfois entre l'arbre et l'écorce. Hein? Donc, peut malheureusement subir parfois les contre-coups de ça. Est-ce que c'est difficile pour une conjointe, parce que dans l'occurrence, c'est toi mais, qui le vit, mais est-ce que c'est difficile parfois de trouver sa place? Elle est où sa place auprès de l'enfant? On comprend ça par rapport au personnage de Marie quand elle est chez sa psychologue, puis qu'elle dit, elle en parle de ces conflits-là. C'est sûr qu'il y a des gens qui se séparent, c'est pas parce que ça allait super bien. Non. Donc, tu arrives déjà peut-être en tant que beaux-parents. Les beaux-parents débarquent souvent sur un terrain qui est déjà miné. Et ils arrivent aussi, eux, avec leur propre enjeu. Donc, il n'y a pas tout noir, tout blanc, des bons puis des méchants. C'est vraiment une composition qui devient complexe en vieillissant. Et aussi, c'est drôle parce que quand Geneviève Boivin-Roussy, excuse-moi, il est encore de bonne heure pour l'addiction. Quand Geneviève Boivin-Roussy est arrivée dans le projet pour illustrer ce roman-là, elle est justement partie d'éléments complètement différents pour reconstruire des images en symbolisant finalement la famille recomposée. Alors, c'était comme une deuxième lecture qu'elle avait sur les chapitres qu'elle lisait. En tout cas, c'est véritablement pour moi un livre qui est à lire, puis qui peut, parce qu'on est tous exposés à ça, on le sait malheureusement, les relations maintenant, c'est plus ce que c'était, là, des relations de 50 ans, 60 ans, peu importe, là. Pour le meilleur et pour le pire. Oui, bien, c'est exactement, là. Surtout que la pandémie, il y a beaucoup de couples qui se sont déformés, certains qui se sont justement recomposés, des familles aussi par le fait même. Alors, je pense que ça peut être porteur ces jours-ci, beaucoup. Et j'ai le goût qu'on bifurque un peu, parce qu'on a encore un petit peu de temps, Marie-Chantal, sur des projets qui, par exemple, ont vu, y compris leur terme pour toi, puis ça a été quand même, pour beaucoup de gens, d'une tristesse d'apprendre la fin de toute la vie. Commencer de mettre un terme à un projet de longue date comme celui-là pour toi. Je sais que c'est peut-être pas ton premier, mais quand même, ça a marqué ces dernières années, ça, ce projet-là. C'est sûr que j'adore travailler sous la plume de Daniel Trottier, qui faisait aussi Unité 9, avec Jean-Philippe Duval, qui était le réalisateur. Parce que c'est des séries qui font œuvre utile, qui changent des mentalités. À l'époque, là, au début d'Unité 9, là, les femmes en prison, on n'entendait pas parler de ça. Personne ne savait c'était quoi. Puis là, maintenant, il y a une ouverture. Oui, il y a une conscience, exactement. Il y a une conscience, c'est bien dit. La même chose dans le cas de Toute la vie. Le travail qui a été fait par Daniel, par tous les acteurs, par JP, par Fabienne, a aussi encore là ouvert. Alors, ça, je trouve ça le fun de faire partie de ça, mais ça fait 30 ans que je fais ce métier-là, et on commence quelque chose, on finit quelque chose. C'est comme ça. Ouais. Je pense que c'est de là, la seule leçon que j'ai de ça, c'est d'essayer d'être la plus impliquée, donner le meilleur de moi-même pendant. Puis après ça, quand ça finit, tu laisses aller le bébé, puis tu fais, OK, continue tout seul. Mais c'est comme une famille, j'imagine, hein? On tisse des liens, je veux dire, puis on dit souvent, on va se revoir l'année prochaine, dans un an, mais un peu comme, on le sait dans notre quotidien, mais finalement, des fois, ça peut prendre des années avant de retrouver un... Oui, mais ce qui est fascinant dans ce métier-là, ce que je trouve, c'est que souvent, on se dit, hey, on va se revoir, puis finalement, bon, la vie fait comme tu dis, hein, on fait nos affaires, mais souvent, quand ces liens-là ont été vrais, bien, quand on se retrouve, c'est comme si on repartait à la conversation. Puis ça, il y a quelque chose de magique dans ce métier-là que je trouve. Oui, je trouve ça cool. Ceux avec qui on réussit à avoir un vrai lien, là, bien, ça se perd pas. Mais tu sais, il y a quelque chose aussi qu'on voit, là... Sont l'étant plus largement avec la fin de District 31. Au moment de se parler, c'est pas terminé encore. Il y a toute la vie. Bon, on en a parlé avec la série. Mais c'est fort à quel point notre télé au Québec, elle a sa place. Elle est plus que jamais... justement pour faire des conversations, élever des conversations, élever des consciences, nous divertir. Je pense qu'on n'en a jamais pris plus conscience que durant la pandémie, puis à quel point elle est de qualité avec peu de moyens aussi. Oui, puis en plus, les gens sont au rendez-vous. Alors, ils sont au rendez-vous, ils ont le cœur ouvert.
Donc, on ne peut plus avoir un certain discours qu'on avait à dire « Ah, il faut juste divertir les gens » ou « On ne peut pas parler de cette affaire-là, c'est peut-être trop pointu, trop niché ». C'est pas vrai. Le public québécois est vraiment au rendez-vous pour toutes ces émissions-là qui deviennent de plus en plus différentes, des nouvelles générations qui amènent des nouveaux nouveaux enjeux, tout ça. Que oui, on a une télévision passionnante. Ah, vraiment. Et là, il me reste à peu près une minute 30. Puis je veux savoir, qu'est-ce qui t'occupe pour les prochains mois? Est-ce que ce sera un autre livre? Est-ce que c'est un autre projet télévisé de la télévision? Là, je commence à répéter Les Voisins, qui était depuis 2 ans dans l'entrepôt, à attendre qu'on ait le droit de retourner dans les salles de théâtre. Alors, je redeviens Madame Mayonnaise. Je suis très fière de remettre ma bourrure et de défendre ce personnage. Oui, donc, je fais ça, Les Voisins. Puis sinon, on peut voir en ce moment Au Sommet, Rencontre au Sommet, avec Patrice Godin, ton bon ami. Oui, qui a été une magnifique aventure. Je vous invite, là... Hey, là, comme tu disais, on est de plus en plus au Québec, on est local. Bien, si vous voulez être local, là, puis vous faire émerveiller, allez en Gaspésie, monter des montagnes. C'est exceptionnel ce qu'on a vu, la gang. J'en ai fait des montagnes dans la vie, là, mais la Gaspésie, ça fait fort. C'est d'ailleurs Rencontre au Sommet, c'est sur Évasion, si les gens veulent le suivre. Puis c'est avec Patrice Godin, puis avec Émile Bilodeau. Il y avait également... Il y avait Caroline Néron, puis Frédéric Pierre, puis moi. Oui, exactement. Un groupe qui a monté des montagnes. C'est 5 montagnes en 5 jours. C'est fabuleux. J'ai vu aussi tous les épisodes, là. J'ai eu ce privilège-là en avance pour le bien d'entrevue. Tu as fait tes téléphones, tu as réservé tes chalets. C'est clair. Moi, c'est Petite-Vallée cet été. Je vais déjà à Petite-Vallée. Fait que c'est sûr que je vais pas. Oui, c'est sûr que je vais aller faire un tour par là. Marie-Chantal Perron, je veux réitérer que le livre est disponible, les 12 mois de Marie, puis ça a été un bonheur de te parler. Merci. Puis je vais être en lecture théâtrale avec les événements de cet été, Art d'été, mise en lecture Michel Poirier. C'est les productions Martin Leclerc. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. Mon prochain invité est titulaire d'un baccalauréat en éducation physique et d'une maîtrise en physiologie et de l'exercice. Monsieur Chevalier, d'ailleurs, qu'on va recevoir, qui a enseigné l'éducation physique pendant plus de 30 ans. Il est également l'auteur de ce tout nouveau livre aux éditions La Presse, « Bouger pour un cerveau en santé ». Monsieur Richard Chevalier, bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Cette question est de base, mais j'imagine que vous n'avez pas eu à chercher bien loin pour nous offrir le sujet de votre livre. Ça vient ni plus ni moins que de votre profession, j'imagine? Ah, bien absolument. Moi, j'ai enseigné l'éducation physique pendant plus de 30 ans. J'ai fait plusieurs autres bouquins aussi, toujours en lien avec l'exercice et la santé. Et depuis quelques années, j'étais très intéressé aux effets de l'exercice sur le cerveau. Parce qu'il y a eu plusieurs études qui sont sorties là, depuis 20 ans. Et donc, j'ai décidé de faire ce livre-là. En conséquence, oui. Puis parce que c'est ça, c'était prouvé, des gens le savaient, sur le plan du corps humain, en ce sens où, toutes les hormones ou les choses, les bienfaits que ça peut apporter sur le corps humain, mais sur le cerveau, est-ce que c'était moi ou on avait peut-être moins eu d'ouvrages comme le vôtre qui s'y consacraient? En fait, il y en a pas beaucoup. Il y a un ouvrage qui a été publié aux États-Unis, je crois bien, mais un ouvrage de vulgarisation qui traite de l'ensemble des effets de l'exercice sur le cerveau. Là. Je crois bien que c'est le premier du genre. Oui. Et quelles ont été pour vous vos découvertes les plus fascinantes qui peut-être que vous ne connaissiez pas, qui sont des bienfaits par rapport au cerveau quand on fait de l'exercice de façon quand même constante? Oui, il y a d'abord une très bonne nouvelle, c'est que les effets de l'exercice sur le cerveau sont immédiats. Après une seule séance d'exercice modéré de 20 minutes, on ne parle même pas de 45-50 minutes, 20 à 30 minutes, je vous donne l'exemple d'une marche rapide. Après une marche rapide d'une vingtaine de minutes, on se sent déjà plus calme. Notre humeur remonte si notre humeur était à la baisse avant la séance. Mais il y a aussi quelque chose que moi, je connaissais moins, c'est que l'exercice a un effet aussi. L'exercice immédiat, une seule séance, là, a un effet sur certaines facultés mentales, comme la concentration,
et la prise de décision. Ah oui? Oui, c'est comme si l'exercice allumait instantanément plusieurs ondes dans le cerveau. Et ça, on a besoin d'une seule séance. C'est intéressant. Oui, parce que moi, je connais bien les effets de l'exercice sur les autres tissus et organes, comme la musculation, comme la musculature, le cœur, les os. Mais on sait que ça prend un certain nombre de séances avant d'en constater les bienfaits. Mais dans le cas du cerveau, c'est instantané. Puis oui, allez-y, complétez. Et puis, on ne parle pas de grande quantité, là. Non, c'est 20 minutes. C'est une petite... 20 minutes. Exact. 30 minutes, c'est sûr que ça va être un peu mieux. Mais, pour compléter, là, 50 minutes ou 1 heure, c'est pas beaucoup mieux. Alors, c'est intéressant pour les gens qui sont un petit peu inactifs physiquement. Bien, ça n'en prend pas beaucoup là, pour ressentir déjà des effets immédiats sur le cerveau. Et quand on sait que tout part du cerveau, je veux dire que toute action, que tout ou à peu près de notre corps humain part de notre cerveau, qui est la base pour être le moteur par la suite de nos actions, de nos prises de décision, c'est quand même assez révélateur ce que vous nous dites. Et est-ce qu'il y a des types d'activités toutefois qui... parce que vous avez parlé pas nécessairement d'intensité ou nécessairement de temps consacré, mais est-ce qu'il y a un type d'activité qui peut être encore plus salvateur pour notre cerveau puis être encore plus bénéfique pour nous, en ce sens, la course à pied versus, par exemple, la marche, ou est-ce qu'il y a ce type d'activités qui sont plus de prédilection? Bien, pendant les 3 années où j'ai travaillé sur l'écriture de ce livre-là, j'ai recensé... l'ensemble des études qui ont été faites sur le sujet. Puis ce qui revient dans peut-être 90 des études, l'exercice numéro 1, si on parle de podium, là, la première place, ce sont les exercices de type aérobie. Ah oui? Donc, oui, définitivement. Donc, des exercices cardio. Et ça englobe la marche rapide, en autant qu'on a un pas un peu rapide, là. On parle de 110, 120 pas minutes. Il y a évidemment, vous l'avez mentionné, la course légère. On pense à la natation, le ski de fond, le vélo. Le vélo, qui est un exercice cardio, quand on en fait une certaine intensité. Maintenant, l'intensité, c'est modéré. Alors, une intensité modérée, c'est quoi? C'est qu'on va ressentir un petit peu de chaleur. On va constater qu'on respire un petit peu plus vite. Et on est capable de... Quand on fait un exercice modéré, là, exemple une marche rapide ou un jogging léger avec un partenaire, on serait capable de parler. De converser avec quelqu'un, là. Converser. Ça, on est dans la zone modérée. Si on n'est pas capable de dire un mot, là c'est sûr qu'on est dans la zone très intense. Oui. C'est pas nécessaire. Mais à l'opposé, si on est capable de chanter pendant la marche, là, peut-être que la marche est pas assez intense. Mais alors, je vous confirme que je ne ferai pas... je le ferai pas, je chante pas tant que ça bien, sans bouger, sans faire d'exercice. Je le ferai encore moins en courant. Mais le sommeil doit avoir aussi un impact, j'ai l'impression, sur les bienfaits de bouger et sur le cerveau aussi pour la santé, là. Ah, ben absolument. Ça, c'est bien documenté. L'exercice régulier, là, on parle d'exercice régulier. Tantôt, on parlait d'une seule séance. Alors, quand on en fait régulièrement, c'est certain qu'on va mieux dormir. Parce que l'exercice a un effet bénéfique sur le sommeil. Parce que l'exercice a un effet calmant, déstressant. Et ça nous fait dépenser aussi de l'énergie qu'on a accumulée pendant la journée. Souvent... ce que j'appellerais une mauvaise énergie, là, c'est-à-dire l'énergie causée par le stress quotidien, par le travail, le stress émotionnel, puis qu'on n'a pas la chance de faire sortir la vapeur. Alors, l'exercice va réaliser ça. Comme je le mentionne dans le livre, le stress nous prépare à l'action, et l'exercice est l'action. Exact. Alors, quand on bouge régulièrement, on devient un bon dormeur si on avait des problèmes auparavant avec le sommeil. Oui, c'est vraiment, puis ça prévient les problèmes cognitifs aussi. Tu sais, on n'a qu'à penser nos personnes âgées qui ont été confinées pendant plus longtemps, peut-être que le reste de la population.
on voit qu'il y a une dégradation quand même rapide de ne pas pu avoir bougé, de ne pas pu avoir un contact social, certes, mais de pouvoir aussi juste sortir, prendre l'air, marcher, qui sont des éléments de base que vous nous avez d'ailleurs mentionnés. Donc, ça prévient les problèmes cognitifs aussi, là. Ça, c'est sûr. Bien, absolument. Là, on parle des effets à moyen et long terme de l'exercice. Quand on en fait régulièrement, ce qui est bien documenté maintenant, c'est que l'exercice protège nos facultés mentales. En fait, plusieurs chercheurs l'ont mentionné, et que l'exercice est le facteur naturel le plus efficace pour protéger nos facultés mentales. Pourquoi? Parce que l'exercice fait monter le sang au cerveau. Quand on en fait dans une intensité modérée, alors vous avez un afflux de sang au cerveau, et cet afflux de sang au cerveau, bien, ça va apporter un afflux de molécules qui sont bénéfiques pour nos neurones. Ça, c'est bien établi. Alors, l'exercice, donc, protège nos facultés cognitives. On pense à la mémoire, notamment, qui siège dans un endroit du cerveau qu'on appelle l'hippocampe. Et ce qu'on a constaté, c'est que l'exercice régulier augmente le volume de l'hippocampe d'environ 2 à 4 %. Quand même. À l'inverse, on constate chez les personnes qui souffrent malheureusement de l'Alzheimer un hippocampe qui a été réduit en volume. Alors, l'exercice a un effet direct sur l'hippocampe et la région avant du cerveau, ce qu'on appelle le lobe préfrontal. Okay. Alors ça, c'est des effets très intéressants. D'ailleurs, l'exercice réduit de façon significative, on ne parle pas de 100%, ce n'est pas une panacée, mais réduit substantiellement le risque de développer des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer et le Parkinson, par exemple. Exactement. Et non seulement pour bouger, mais en lisant, on le sait, la lecture nous aide aussi à rester actifs de façon cognitive. On va lire votre livre, ça c'est sûr, qui s'appelle « Bouger pour un cerveau en santé » aux éditions La Presse. Monsieur Richard Chevalier, merci sincèrement d'être venu à notre émission. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Peggy Belland, salut. Salut. Comment ça va? Et ça va bien. Et l'été s'en vient, le printemps, tout ça. Fait que, oui, j'ai vraiment plein de choses à vous dire aujourd'hui. Niveau d'énergie qui peut s'acquérir, entre autres, on le sait, avec justement sortir dehors, marcher, courir, s'oxygéner, mais avec les produits naturels aussi, notamment, c'est-tu dans les bienfaits qu'on peut avoir? Oui, bien, je me suis questionnée. Hein, tu sais, j'aime toujours améliorer mon mieux-être, aller vers mon soi exponentiel. Et je teste des choses. Tu sais, depuis la pandémie, là, je suis rendue, je te dirais, là, je te disais tout le temps 70, là, je suis rendue peut-être à 90 là, de ma mise en forme. Et là, je voulais qu'on parle de produits naturels. Est-ce que c'est vraiment bon pour la santé? Bien, exactement, parce que, tu sais, il y a quand même plusieurs produits qui sont souvent lancés. Tu te demandes un peu, tu sais, d'où est la provenance, sur quelle base on peut, tu sais, se construire ou peut-être établir les bienfaits. Oui, mais établir, en fait, les bienfaits. Tu sais, parce que tu te dis, il y a quand même une posologie, puis parfois, c'est difficile de s'y retrouver puis de dire qui est crédible dans l'avancement de certains bienfaits aussi. Là. Tout à fait. Bien, premièrement, ce qu'il faut savoir, dans mes recherches, j'ai trouvé Jean-Yves Dionne, qui est un pharmacien qui s'est intéressé beaucoup à la question. Et ce qu'il faut retrouver là, sur un produit naturel, ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a un numéro NPN. Okay. Donc, on doit regarder, c'est vraiment tout petit, ça prend des lunettes, mais il faut regarder s'il y a un numéro NPN, c'est un numéro de produit de santé naturelle qui est fourni par Santé Canada. Okay. Ça, c'est super important. Aussi, les fabricants doivent répondre à 3 critères. Donc, la qualité, l'innocuité, ça veut dire la sécurité du produit et l'efficacité. Donc, quand on a son numéro de NPN, on répond à ces 3 critères-là. Donc, important qu'on peut déjà vérifier ça sur le produit qu'on veut utiliser. Peut-être regarder, j'imagine, aussi où on l'achète aussi. Oui, bien dans les pharmacies, c'est recommandé parce qu'il faut consulter un professionnel de la santé pour savoir justement où on en est avec ça. Et si on prend d'autres médicaments pour pas qu'il y ait des contradictions. Exactement. Mais on dirait là que en fait, on dit que les produits de santé naturelle, c'est un bon complément à la santé globale. Selon toujours Jean-Yves Dionne, on devrait les prendre par prévention ou par soulagement. Okay. Par prévention, ça veut dire comme les multivitamines de base, j'en parle là, dans quelques instants, ou sinon un soulagement, par exemple, si on a besoin de sommeil, comme la mélatonine. Donc, c'est vraiment, on l'utilise, c'est pas ça qui va faire que si on mange pas de fruits, pas de légumes,
Oh, moi, je prends des multivitamines, il n'y a pas de problème. On oublie ça, là. Puis de faut pas vraiment arrêter... avoir une saine alimentation. Et de ne pas arrêter non plus de prendre ces médicaments qui sont peut-être, tu sais, comme... non. Moi, par exemple, je vais te dire, tu sais, je n'ai pas trop à dire, là, je suis épileptique, puis j'arrêterai pas de prendre mes médicaments parce que, de base, parce que j'ai des produits naturels Tout à fait. qui peuvent venir soutenir... Non, c'est un complément, c'est ça. Exact. Puis même dans une approche thérapeutique, on pense à ceux qui ont le cancer, etc. C'est vrai qu'il y a des suppléments qu'on peut prendre, mais il faut consulter son médecin, puis il faut prendre sa médication. C'est un complément. Puis ça ne va pas remplacer le fait de bouger, de manger sainement, d'essayer d'aller chercher tous ces nutriments dans la nourriture. Il y a seulement 3 vitamines de base qu'on devrait prendre, vraiment, toi et moi. Et moi, je les prends depuis que je sais ça. En fait, je les prends. Entre autres, la vitamine D. Ça, c'est presque unanime. Nous, surtout au Québec, on est dans un pays nordique, donc on devrait prendre de la vitamine D là, au moins 6 mois par année. Donc est-ce que l'effet s'annule? Parce que, tu sais, justement, l'été, on est exposé davantage au soleil aussi avec le printemps. Est-ce qu'on peut cesser de prendre dans ces situations-là? Bien, il y en a qui disent qu'on peut diminuer la quantité, mais en fait, ce qui arrive, là, c'est qu'il y a un apport maximum en fait, un apport recommandé de 1000 UI à 2000 UI. Mais moi, je continue de la prendre pareil, honnêtement. Puis même des fois, en hiver, j'en prends un peu plus. Et ça, oui, parce qu'il y a moins de lumière, mais... Exact. Mais par contre, tu y vois-tu vraiment, véritablement, un effet? Ah oui, quand je la prends pas, je le vois. Sur mon énergie, surtout, je dirais. Puis aussi, il faut pas oublier que dans les autres vitamines aussi qu'il faut prendre, il y a... l'oméga 3 aussi fait partie des vitamines de base. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que un supplément de magnésium, des fois, ça peut être nécessaire parce que le magnésium et la vitamine D se complètent. Donc, le magnésium fait qu'on absorbe la vitamine D. Je peux témoigner. J'utilise... moi, c'est par cycle, je te dirais. C'est ça. Parce que ça m'aide à mon sommeil, le magnésium. Ah, voilà. Vois-tu, parfois, j'ai des cycles où, justement, je suis plus occupée, plus de périodes d'anxiété. Fait que je vais avec ça, puis ça m'aide. Pour vrai, j'ai vu les effets là, à court terme. Oui, il faut se donner un temps. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai commencé ça hier que je vais avoir un effet. Souvent, ça prend quelques semaines. Mais c'est ça, c'est 42 des Canadiens qui ont un problème, en fait, de carence en magnésium. Et l'autre, de base, c'est les probiotiques. Puis ça, j'ai vraiment utilisé beaucoup les probiotiques quand j'étais enceinte. Et même mes enfants en ont pris pour leur colique. J'ai consulté mon médecin et un pharmacien, je le tiens à préciser. Mais les probiotiques, c'est tout le microbiote... je vais te dire. Le microbiote intestinal. Donc, c'est important. C'est tout ce qui est à la digestion, l'absorption des aliments. Mais en même temps, tu sais, certaines vitamines ou certaines choses naturelles, comme on dit depuis le début, est-ce que aussi de parfois le faire dans un... Tu sais, on va passer au yogourt parce que c'est les probiotiques, souvent, on les trouve dans le yogourt. Oui, mais je vais te répondre là-dessus parce que j'ai... Puis, exemple, le soleil, est-ce que l'effet ne s'annule pas parce qu'on va au soleil, on prend une grosse vitamine D, une dose? Est-ce que... Moi, non. Mais pour les probiotiques, j'ai eu la chance... Je fais l'avocat du diable un petit peu, là. Oui, puis pour les probiotiques, j'ai eu la chance vraiment de parler à plusieurs experts là, qui ont des compagnies pharmaceutiques, pas des compagnies pharmaceutiques, mais des compagnies qui créent des suppléments au niveau du microbiote. Ce qu'il faut comprendre, c'est la quantité. Dans un yogourt, on va en retrouver ceux qui c'est avec supplément, mais quand on prend une capsule... C'est la quantité qui est à l'intérieur qui compte pour qu'un supplément naturel compte aussi, et la qualité. Aussi. Donc, dans un yogourt, on s'entend qu'il ne doit pas en avoir une énorme quantité, alors que quand on prend un supplément, dans la capsule, il se rend directement à notre intestin, dans notre estomac, puis là, il est libéré. Puis la qualité aussi est importante. Mais je veux finir parce que si vous voulez vous procurer les produits de base, moi, j'aime beaucoup l'entreprise. Je m'en cache pas. Vitoli, c'est québécois. Il est venu souvent, Éric Simard. C'est un chercheur en vieillissement, docteur en biologie. Ils viennent de sortir les produits bases. Donc, on a les 3. Par contre, est-ce que ça peut venir aussi si certaines personnes ont des allergies? Parce que certains produits naturels, parfois, ça peut diverger. Donc, c'est important, ça aussi, de... Consultez le pharmacien toujours. Ça. Moi, je le répète, je ne suis pas une experte. Là. Moi, je vous apporte des trucs, mais consultez votre pharmacien, votre médecin. Mais moi, la morale, en fait, la beauté de tout ça, c'est comme je vous dis, encourageons les produits québécois. Il y a la ligne Vitoli, il y en a d'autres aussi qu'on peut encourager. Mais c'est vraiment complémentaire et c'est en prévention. Puis, à un moment donné aussi, on peut arrêter si on se sent mieux, si on a on peut changé Moi, je prends des petites périodes de jeûne. Oui. C'est ça, exact.
selon le moment sauf de la l'année. vitamine D. Que tu gardes J'avoue, ça, je la garde constamment. Ça, c'est pour moi. Hein, on trouve chacun sa recette. Exactement aussi. Bien, merci de nous exposer. Donc, ces produits naturels qu'on peut trouver un petit peu partout. Oui. Donc, en terminant, Oui. Pharmacie, et puis peut-être Oui. Moi, il y a des les miens, je boutiques, me procure en pharmacie spécialisées, toujours. là, Là. aussi. Moi, je me procure toujours en pharmacie parce que je peux consulter facilement un spécialiste de la santé. Puis, il ne faut pas oublier, il y a accès à votre dossier médical. Puis là, c'est ça, je vous disais, moi, je me suis procuré les produits base, c'est nouveau, Vitali. C'est d'ici. Ils ont des ingrédients de haute qualité dans leurs produits. Ils ont leur numéro Santé Canada, donc c'est merveilleux. Puis j'ai ma petite citation, tu le sais. Donc, oui, je l'ai oublié. On dit qu'il faut prendre son mal en patience, mais si on prenait son bien en urgence. Pas d'accord? Oui, je suis pas mal d'accord là-dessus. À bientôt. À bientôt, Salut. bye-bye. Je suis très heureux de l'accueillir encore une fois. C'est probablement mon chroniqueur préféré, je dois l'avouer. Puis il parle d'un de mes sujets préférés de cinéma. Salut Nicolas Vincent Poirier. Comment ça Alex. va? Ça va très bien. Et toi? Oui, t'es mon petit coco de Pâques, encore une fois, même si on a passé Pâques, on le prolonge un petit peu avec toi. Très heureux de te retrouver. Pour vrai, sincère, on le sait, on est amis aussi dans la vie. Nicolas, on va parler de Ambulance, film à un rythme infernal. Je dois t'avouer que je me suis même demandé s'il n'y a pas trop d'action dans ce film-là de Michael Bay. Oui, tout à fait. Écoute, c'est un film d'un peu plus de 2 heures. Et Michael Bay, on s'entend, un film normal pour Michael Bay, au niveau d'un budget, on parle de peut-être 150, 200 millions de dollars. On parle de 250 pour ce qui est des films Transformers. Ouais. Et dans ce cas-ci, Alex, écoute, un film d'un peu plus de 2 heures, on parle d'un tout petit budget minuscule de 40 millions de dollars. C'est absolument rien pour lui. C'est beaucoup pour nous, absolument rien pour lui. Et Ambulance, c'est un remake d'un film danois qui date de 2005, qui a le même nom, Ambulance. Et c'est un film qui... On essaie de le produire depuis quelques années à Hollywood. Et bon, ça ne marchait pas. Et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? La pandémie arrive et Michael Bay, après quelques mois, enfermé chez lui, il n'est plus capable. Il veut juste sortir et faire de quoi. Il en parle à son gérant et là, il essaie de trouver une solution. Et là, finalement, eh bien, il tombe sur Ambulance. Okay. Il se dit, c'est ça que je vais faire. C'est ça mon prochain film parce qu'il fallait il s'ennuyait. Il fallait qu'il fasse quelque chose, un petit projet là, sur le côté. Là, parce qu'on s'entend, là, quand on touche à un truc comme Transformers qui prend des mois et des mois à filmer, que le tournage se passe à travers le monde. Et là, on arrive avec Ambulance, en 38 jours, à Los Angeles, boum, le tournage est fini, un petit 40 millions de dollars de budget. Bien, c'est ça. C'est juste, puis on s'entend, là, c'est sans rien enlever au film, mais c'est parce que c'est à Hollywood, parce que, je veux dire, un film comme ça, rapidement, qui est conclu en quelques jours de tournage ou presque, avec un budget qui s'avère beaucoup moindre de ce qu'il a fait, puis de ce que la moyenne des films hollywoodiens coûte aussi. Entendons-nous là-dessus aussi. Il n'aurait pas pu faire ce genre de film-là au Québec ou dans d'autres endroits à travers le monde. C'est vraiment parce que c'est un film qui sort dans un moment de l'année aussi où est-ce qu'il n'y a pas grand compétition non plus. On s'entend là-dessus, là. Entendons-nous aussi. Là. Non, tout à fait. Là, on est juste avant d'entrer dans la saison de l'été avec les blockbusters et tout ça. Donc, Ambulance, évidemment, il n'y aura pas de suite du tout à ce film-là. Je veux dire, c'est pas un film qui va faire partie d'une franchise. Et pour faire une histoire courte, c'est l'histoire de 2 frères, un interprété par Jake Gyllenhaal et l'autre par Yahya Abdul-Mateen. Et ces 2 frères-là vont faire un vol de banque avec d'autres personnes aussi. Et là, ils vont se sauver, ils vont prendre une ambulance, ils vont prendre en otage une paramédic et un patient, dans le fond, un policier qui ont tiré. Et bon, ils vont essayer de se sauver avec l'argent. Le film a aucun sens. Non. Du début à la fin, ça n'a aucune espèce de logique. Le personnage interprété par Yahya Abdul-Mateen, lui, il veut de l'argent pour sa femme, une opération pour sa femme qui est très malade. Il a besoin de 200 Puis lui, il a un côté moral un peu plus. Lui, il a des remords, se questionne un peu plus sur la nature de... Tu sais, parce que justement, les otages, veut les laisser aller. Il y a un côté un peu plus humain, disons, que le personnage de Jake Gyllenhaal. Ah oui, tout à fait. Il faut justement, parce qu'il faut que les spectateurs s'identifient à un des personnages, sinon ça ne marcherait pas du tout. Exact. Et ce personnage-là,
lui, bon, il veut de l'argent pour sa femme qui est malade, pour son opération. De l'autre côté, il y a son frère adoptif, interprété par Jake Gyllenhaal. Lui, il en a de l'argent. Ben, pourquoi il n'en passe pas un petit peu d'argent pour sa femme qui est malade? Donc, le personnage de Yahya Abdul-Mateen il s'en va voir son frère, et là, son frère lui dit « Hey, il nous manque quelqu'un pour notre cambriolage, là. Viens-t'en avec nous, là, on s'en va cambrioler une banque. » Pourquoi pas? Go, j'ai besoin d'argent pour ma femme malade. Ça n'a aucun bon sens. C'est ça. Mais tu sais quoi? C'est correct. Ben c'est ça, je m'en allais dire, c'est que ça fonctionne, tout explose, ça brûle, on roule à haute vitesse, c'est vraiment, comme tu dis, sans queue ni tête ou à peu près, mais la recette des films d'action, la recette des films du même genre est déjà éprouvée, puis le cerveau se met en position d'arrêt, et pour vrai, c'est un 2 heures de divertissement pur et dur. Tu sais, c'est ça, là, c'est pur et dur, là. Ah oui, tout à fait. Bien, ce qui se passe là-dedans, c'est que normalement, une poursuite en voiture, c'est la dernière partie d'un film. Grande poursuite entre le gentil et le méchant. Mais dans ce cas-ci, c'est le film au complet. Peut-être pas les 20 premières minutes, mais tout le reste, pendant à peu près 1h40, 1h45, ce n'est que ça. Et c'est parfait. Michael Bay, on a beau dire de lui, bon, qu'il y a peut-être des choix douteux au niveau des sujets qu'il utilise, bon, pour ses films. En dehors de ça, c'est un excellent réalisateur. C'est juste que ces temps-ci, depuis les 14 dernières années, c'est pas mal plus la série Transformers qu'il a faite. Mais sinon... Les peut-être 2-3 Transformers qu'il a fait trop aussi, là. Ça, on va s'entendre. Ah oui, Transformers, ça fait longtemps que, à mon avis, là, il aurait dû arrêter là, très, très longtemps. Mais en même temps, ben, pourquoi pas? Parce que l'argent arrive. Donc, pourquoi pas? Et vraiment, réaliser un film d'action, réaliser de l'action, c'est très difficile. Michael Bay, c'est vraiment un maître là-dedans. C'est sûr que les scénarios qu'il choisit, encore une fois, peut-être qu'il reste être un petit peu peaufiné, mais ça paraît. Il y a son style particulier à Michael Bay, puis ça, on ne peut pas y enlever. Mais je veux dire, en fait, il y a toujours eu des scénarios à élaborer davantage. Je veux dire, on s'entend, il n'y a jamais eu un film avec un grand scénario. De toute façon, c'est pas la commande qui lui est donnée, c'est pas le style non plus qui nous a habitués. Donc, tu sais, on émet, puis je ne veux pas mettre non plus le même niveau d'excellence, excuse-moi Michael Bay, en termes de compréhension du cinéma et de talent pour réaliser, mais tu mets un Denis Villeneuve, tu as à peu près une idée de ça à quoi on est habitué. Tu as Spielberg à côté, qui est un autre grand réalisateur, tu sais un peu à quoi t'en tenir. Donc, tu connais la signature de Michael Bay avant même d'être au cinéma, avant même d'aller dans la salle. Donc, en tant que cinéphile, je pense que tu as le choix d'investir ou non assez rapidement et de comprendre la chose. Il nous reste un petit peu de temps, Nicolas, puis je veux l'investir sur cette projection d'une prochaine chronique ensemble parce qu'on est très bientôt avec l'ouverture des films de blockbuster, mais est-ce qu'on s'entend que, étant donné que les films n'ont pas été projetés dans les 2 dernières années de façon aussi massive, compte tenu des fermetures des salles de cinéma par séquence, parce que ça a fermé, ça a rouvert, ça a fermé, ça a rouvert, on aura, selon toi, peut-être un des étés les plus chargés en termes de films de qualité de blockbuster depuis fort longtemps? Depuis les 2 dernières années, oui. Sinon... Pas tout à fait sûr, mais depuis 2 ans au moins, oui. Pourquoi? Parce que, si 2 gros blockbusters sortent dans la même fin de semaine, bien, il y en a un qui va détruire l'autre. Puis en général, les blockbusters, ils se laissent 2 semaines d'intervalle pour pas trop faire de la compétition entre eux. Ça, c'est bon pour tout le monde. C'est sûr que si tout à coup, les studios se mettraient à sortir 2 blockbusters par semaine ou 1 par semaine tout le temps pendant l'été, ça serait pas bon pour personne du tout. Et ni pour absolument pas. Mais par contre, depuis les 2 dernières années, Top Gun, ça fait 2 ans qu'il était censé sortir, et là, il sort cette année. Il y a Doctor Strange qui a été retardé. Il y a beaucoup de films qui ont été retardés. Ça fait que là, vraiment, cet été, on va avoir droit à, je pense, la crème de la crème. Des films qui auraient dû sortir là, en l'espace des 2 dernières années. Et là, vraiment, ces bons films-là vont tous sortir cet été. Donc, on va avoir un bon choix, disons. Et parmi ces choix, rapidement comme ça, si tu peux m'en nommer 2-3 qu'on pourra décortiquer lors de notre prochaine rencontre. Ah, moi, ce que j'ai le plus hâte, c'est Doctor Strange. Je suis pas étonné. Et toi, ça doit être
Top Gun. Effectivement. En fait, non, mais je suis d'accord avec toi. Moi aussi, Doctor Strange, ça demeure l'un de mes films auxquels j'ai le plus hâte d'aller voir de l'univers Marvel. Mais oui, je suis un nostalgique de toute la saga Top Gun. Donc, j'ai hâte de voir plus de 35 ans plus tard ce qui arrive à Maverick et évidemment à tout ce qui est de la franchise de Top Gun. Ce sera à voir et ce sera surtout à discuter lors de la prochaine chronique. Je te remercie d'avoir été avec nous. Merci, Alex. On est à environ un mois, jour pour jour, de cette semaine nationale du don d'organes et de tissus qui est du 24 au 30 avril. Et il est le directeur du soutien des soins infirmiers et du soutien aux établissements de Transplant Québec. C'est M. Sylvain Lavigne qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Peut-être tout d'abord situer ce que c'est Transplant Québec pour les gens qui nous regardent à l'instant. Oui, Transplant Québec, c'est l'organisme qui est mandaté par le ministère pour coordonner les processus de don d'organes. À partir du moment où il y a un donneur potentiel dans un centre hospitalier, quelqu'un qui est en train de décéder à l'hôpital, c'est Transplant Québec qui va être contacté pour vérifier les registres, s'il y a eu des signatures de registre de consentement et procéder avec la coordination de l'ensemble du don d'organes, de la référence jusqu'au prélèvement. OK. Et je lisais justement que vous avez donné des chiffres justement là, à l'aube de cette semaine-là, puis vous avez constaté que le nombre de Québécois qui sont en attente d'une transplantation qui a augmenté de plus de 10 en 2021. C'est une hausse là, de plus de 80 personnes, si on le chiffre aussi de façon plus précise, ce qui était non observé au cours des 10 dernières années. Est-ce que c'est l'effet de la pandémie qui nous amène à constater tout ça? Oui, je pense qu'on n'a pas le choix de faire ce constat-là. La pandémie a ralenti un peu les activités en transplantation. C'est plusieurs facteurs, mais un donneur potentiel d'organes, il faut qu'il soit identifié par un professionnel. Puis à partir de là, on va pouvoir se rendre jusqu'à transplanter des organes, mais il faut aussi que les médecins qui s'occupent des patients, il y ait des plages opératoires qui soient en mesure de transplanter les organes. Alors, toute la chaîne a été impactée à travers la pandémie, puis ça a ralenti un peu le nombre de transplantations possibles. Fait que l'impact de moins de transplantations, c'est une augmentation de la liste d'attente. C'est ça, exactement. Là. Donc c'est d'autant plus intéressant, important qu'on fasse mention de cette semaine nationale du don d'organes et de tissus, qu'on en fasse la promotion. Puis je lisais toujours dans ces chiffres et dans ces choses que vous nous avez dévoilées en amont que le nombre de personnes en attente de poumons, c'est historiquement plus bas. Mais pour d'autres, par exemple, un foie, un rein, ça a augmenté. Donc, peut-être nous expliquer pourquoi là, ce constat-là encore là? C'est sûr qu'il y a, pour certains organes, il y a eu des ralentissements plus marqués dans la transplantation, dans la pandémie. Pendant un certain temps, les médecins ont dû prendre vraiment une réflexion sur l'impact potentiel de la pandémie sur les personnes transplantées qui sont immunosupprimées et tout ça. Et c'est sûr que cet impact-là était évalué différemment, dépendamment des organes. Et la transplantation pour les poumons, c'est vraiment quelque chose qui va sauver leur vie. Il n'y a pas d'autre traitement potentiel. Alors, des fois, pour certains organes comme les poumons, ils vont accepter un peu plus de risques. Ils vont être prêts à accepter une marge de risque un peu plus grande parce qu'ils sauvent la vie. Il n'y a pas d'autre traitement potentiel en attendant. Je ne veux pas dire qu'en rein, ils n'ont pas besoin autant de la greffe, mais pour eux, heureusement, il y a une dialyse qui est possible, un moment d'attente, si vous voulez. Là, fait que la marge d'acceptation des risques est moins grande. Fait que pour certains organes, comme ça, il y a des facteurs qui vont influencer le nombre de transplantations là, possibles dans un contexte de pandémie. C'est ça, on est allé aux cas les plus préoccupants à court terme là, dans un contexte pandémique, là, ni plus ni moins. Oui, exact. Ouais. Et parmi les nouvelles, par contre, là, qui sont encourageantes, parce que vous nous en avez quand même donné aussi, là, il y a des chiffres aussi qui nous le démontrent. 409 personnes qui ont pu être transplantées en 2021, ce qui représente une hausse par rapport à l'année précédente. Est-ce qu'encore là, c'est observable par le fait que la pandémie, à un moment donné, dans la séquence des événements en 2021, ça s'est amélioré, donc on avait pu reprendre les salles opératoires avec la baisse du nombre de cas de COVID? Bien, on pense que oui, il y a toujours une fluctuation d'une année à l'autre. C'est jamais stable, les chiffres en transplantation et en don d'organes. Mais là, ça fait beaucoup de sens avec ce qui est arrivé. Au début, le système a vécu plus de bouleversements au début de la pandémie et au courant de la suite des événements, a été mieux organisé pour faire face aux imprévus, que ça a permis quand même de continuer les activités de transplantation. Ça nous a permis de
augmenté un peu le nombre de transplantations, mais on n'est pas au niveau avant la pandémie. Fait que, c'est en lien, on est encore dans une année de pandémie, donc il y a eu encore un impact. Une fluctuation, c'est ça, une fluctuation. Oui. Je lisais aussi, puis je dois vous dire que ça m'a impressionné. Puis je dois aussi faire amende honorable. Je n'avais pas signé ma carte de don d'organes. Et en lisant ceci cette semaine, je l'ai signé. J'ai fait mon devoir. Je le dis de façon publique, là, avec les caméras qui viennent qui l'enregistrent au moment de le faire. Mais je lisais qu'un donneur peut sauver jusqu'à 8 vies et redonner la santé à 20 personnes. C'est, ah oui, à ce point-là? Oui, parce qu'en don d'organes, nous, Transplant Québec, dans ce que vous venez de dire, on va y aller avec les 8 vies. Un donneur va donner un cœur, des poumons, donc on est à 2, le foie, le pancréas, les reins vont à 2 personnes différentes, et le foie peut être donné aussi à 2 personnes différentes. On peut le scinder en 2, si vous voulez. Là. Ah oui. Au total, c'est 8 personnes juste pour les organes. Puis quand on dit améliorer la vie des autres, ça, c'est en don de tissu avec Emma Québec. Eux ont la possibilité aussi d'utiliser les tissus d'un donneur. On fait des donneurs, on les réfère. Puis à ce moment-là, eux peuvent effectivement y aller plusieurs dizaines de personnes qui vont avoir la vie améliorée. Très intéressant. Puis il y a peut-être des légendes urbaines qui peuvent circuler, puis il n'y a pas d'âge pour... c'est-à-dire qu'on peut avoir 2 ans, 10 ans, 15 ans, 92 ans, puis on peut donner. Là. Nos tissus et nos organes peuvent être bons. Là. Absolument. Alors, on va considérer différents organes. Nous, ce qui est important, c'est la qualité de l'organe. On a des donneurs de plus de 90 ans. Ils n'ont probablement pas donné leur cœur parce que c'est l'organe qui, rendu à cet âge-là, est peut-être de moins grande qualité pour une transplantation. Mais le foie, lui, est probablement en très bonne condition si la personne n'avait pas d'autres antécédents. Alors, c'est vraiment de regarder la qualité des organes pour la transplantation, pour que ça soit bénéfique pour le receveur. Puis à ce moment-là, même en haut de 90 ans, tout à fait. Et on a eu un donneur aussi, l'inverse est aussi vrai. Là. De jeunes donneurs, c'est aussi possible. Il y a de jeunes patients en attente qui ont besoin de petits organes à ce moment-là. C'est un match difficile, mais qui est possible. Oui. Et peut-être parce qu'il y a encore des gens qui ont peur, qui ont des craintes, qui ont peut-être une certaine anxiété liée à ça. Des fois, c'est même l'entourage des familles, quand on perd un proche, ça peut arriver. Mais peut-être nous expliquer les conditions pour le donneur et celui qui se fait greffer. Je sais que ça peut diverger ça peut être un rein ou un foie, c'est peut-être pas toujours les mêmes choses, mais peut-être nous expliquer quand, par exemple, quelqu'un décède ou quelqu'un se fait greffer un rein, un petit peu le processus, comment on intervient pour vous, pour tenter peut-être un peu d'atténuer ces craintes-là qui peuvent être chez certaines personnes qui nous regardent actuellement. Oui, en fait, tous les milieux, tous les professionnels de la santé vont essayer de sauver la vie de la personne quand elle arrive à l'hôpital. OK? Ça, c'est d'emblée, mais vient un point où ils ne peuvent plus, il n'y a plus aucun traitement possible pour sauver la vie de la personne. Et c'est à ce moment-là que le don d'organes va rentrer un peu dans la réflexion. Là, ils vont nous contacter, puis nous, on va commencer à regarder la situation, coordonner et attribuer les organes selon des règles qui sont préétablies au Québec. Mais tout ça, ça se fait vraiment une fois qu'on a constaté qu'on ne peut plus sauver la vie de la personne. La majorité du temps, on a même constaté un décès. C'est pas le décès du cœur qui arrête de battre, comme la plupart des gens le connaissent, mais c'est le décès du cerveau qui est un décès tout aussi valable que celui du cœur qui arrête, mais qui est beaucoup plus difficile à comprendre pour une famille qui va être en situation de deuil et de crise parce que c'est toujours des situations de mort subite. Le don d'organes, ça ne peut pas être quelqu'un qui décède, par exemple, de complications de cancer ou quelque chose comme ça, parce que c'est des maladies qu'on pourrait transmettre. Donc, c'est plutôt des situations où on a un accident d'auto, où on a un accident vasculaire cérébral subi massif qui fait que le cerveau meurt. Et ça, on dit bonjour, on souhaite bonne journée à notre proche, puis on se fait appeler dans la journée pour dire que ça ne va plus. Donc, c'est toujours des situations très, très difficiles. La famille est en crise et doit donner un consentement pour le don d'organes alors qu'ils sont en train de juste essayer de comprendre que la personne est morte. Exact. Alors, c'est dans ce genre de contexte-là qu'on se place. Mais il y a toutes sortes de critères très spécifiques qui doivent être suivis pour s'assurer que la personne a
un décès de constaté avant qu'on puisse procéder pour nous appeler et nous impliquer pour faire l'attribution des organes. C'est d'en parler à la maison, d'en dialoguer, de le mettre sur un testament, par exemple, aussi. C'est important de le faire pour peut-être voir respecter nos dernières volontés et peut-être aussi pour les gens qui nous regardent actuellement, un geste simple, rapide pour l'indiquer. On l'écrit quoi sur notre carte d'assurance maladie? Oui, il y a encore l'autocollant qui existe en arrière de la carte d'assurance maladie. Il y a maintenant des registres qui existent que vous pouvez signer, qui est accessible 24 heures sur 24 par Transplant Québec. Quand on a une référence d'un professionnel, on va aller vérifier ce registre-là. Celui de la RAMQ, encore, là, qui est donc un papier que vous recevez en même temps que la carte d'assurance maladie, qui est un renouvellement de la carte. Mais il y a aussi les notaires qui ont instauré un registre. Quand on fait un mandat d'inaptitude ou un testament, ils devraient poser la question également pour vos volontés pour le don d'organes. Et ça aussi, c'est un registre 24 heures sur 24, accessible par des professionnels. Partout sur, entre autres, les plateformes que sont Internet, évidemment. On va sur votre site Internet. Tout est là, au bas de l'écran, au moment de se parler. Monsieur Sylvain Lavigne, évidemment, dans un contexte de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus, on invite les gens à ouvrir le dialogue, à se parler. Très important. Parce qu'on le disait, on peut sauver des vies jusqu'à 8 vies et redonner la santé à 20 personnes. Un donneur, c'est ce qu'il peut ultimement donner. Donc, et puis ça a été très important, pertinent de le faire avec vous. Merci de nous avoir parlé. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Faut que je lâche prise. T'es dû pour une hypnose. Ça a l'air que je suis dû pour une hypnose. C'est ce qu'elle m'a dit avant d'ouvrir les micros. Valérie Deslandes, qui est hypnothérapeute aussi, je rappelle, Global Hypnose, elle détient donc cette entreprise avec plusieurs autres hypnothérapeutes donc, qui en font partie. Salut, Valérie Deslandes. Salut, Alex. Oui, bien, c'est vrai que je suis dû pour une hypnose parce que ça me fait drôlement du bien. Je me remémore, puis j'ai encore les outils que tu m'as donnés suite à ce que j'ai été dans ton bureau comme patient, comme client, excuse-moi. Ouais. Ça vient, là, ça vient. Et tu voulais aborder aujourd'hui l'auto-hypnose aussi, puis peut-être également comprendre et savoir repérer quelles sont les bonnes façons de faire de l'auto-hypnose aussi, parce qu'on fait un lien avec notre précédente chronique. Présentement, il y a beaucoup de gens qui auraient besoin de faire de l'auto-hypnose. Bien, de se gérer tout court sur le plan émotionnel, là, de se soulager. L'auto-hypnose, c'est un bon moyen de se soulager émotionnellement. Donc, c'est le but au premier abord là, par rapport à l'auto-hypnose. Effectivement, il y a plusieurs manières de faire l'auto-hypnose. Comment, par exemple? Bien, il y a tous les enregistrements grand public déjà fait. Sur des balados, là, ce qu'on appelle un peu, là, qui existent. Oui, balados, toutes sortes d'autres choses, YouTube. Il y a des chaînes d'auto-hypnose. Il y a des chaînes de méditation aussi. Des fois, la différence est mince entre les deux. Parce qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'en consulte parfois des balados de méditation. Est-ce qu'on peut faire dans le même balado, mettons, je dis n'importe quoi, mais mettons un 50 de méditation et un 50 d'hypnose, d'auto-hypnose? Ou... Bien oui, absolument, parce que c'est des outils que ça nous apporte. Donc, qu'on fasse un ou l'autre ou les deux, de toute manière, ça va nous apporter quelque chose qu'on va chercher. Comme par la méditation, souvent, les gens veulent arrêter de réfléchir, se calmer. L'auto-hypnose a une vocation un peu plus thérapeutique. Okay. Donc, le symbole qui t'a resté après ta séance d'hypnose, c'est un ancrage par rapport à ton objectif qui est personnalisé, qui n'est pas nécessairement de te calmer. Non, c'est ça. Ça dépend de ce qu'on veut travailler. Exactement. Donc, ce que chaque particulier, ce que chaque client qui va chez toi, par exemple, a besoin de travailler, finalement. Absolument. Mais c'est où la limite entre un balado ou peu importe la plateforme qu'on va trouver et d'aller voir un hypnothérapeute comme toi? Il doit y avoir quand même une certaine limite parce que toi, tu es une professionnelle, tu peux intervenir aussi d'une manière peut-être un petit peu plus précise. Oui, en fait, la grande différence, c'est qu'en hypnose humaniste, chez Global Hypnose, on fait des hypnoses uniques. Donc, c'est pas la même hypnose pour tout le monde. C'est adapté. C'est adapté 100 %. On est basé sur un protocole. On ne lit pas de script. C'est complètement autre chose. On travaille avec le client. C'est un travail d'équipe. Il y a du conversationnel dans l'hypnose. Il y a de l'échange. Il y a de l'élévation de conscience. Et ça fait une hypnose unique qui donne un outil d'auto-hypnose unique. Elle est là, la grande différence. Okay. C'est pas du grand public. C'est ton truc à toi. Chacun ses affaires. Et là, ce qui arrive, en fait, c'est que... les gens qui viennent nous voir, généralement,
sont prêts à travailler sur eux, sont engagés vis-à-vis de leur cheminement. Je crois profondément qu'un humain qui veut générer une différence dans son monde émotionnel et mental le peut. Ouais. Quand les gens sortent de nos bureaux avec leur propre outil personnalisé et qu'ils l'utilisent, ils atteignent tous leurs objectifs. Ouais, moi, en tout cas, parce qu'on en a déjà parlé à cette émission, puis on avait fait un suivi découlant justement d'une rencontre qu'on avait eue ensemble, puis je réutilise l'image que j'ai eue, je peux le dire, là, puis je n'entrerai pas dans les détails parce que, bon, c'est des choses qui sont confidentielles entre toi et moi, mais il y a quand même une partie de mon vécu que je t'ai au départ, justement, de façon conversationnelle divulguée. Oui. Par la suite, on a établi un plan de match. Tu m'as demandé si j'étais ouvert à la chose. J'ai dit oui, tout à fait. Tu as intervenu dans les considérations que je t'avais émises d'abord. Oui. Et par la suite, bien, cet outil-là, pour moi, ça a été un grand soleil. Là. C'est un grand soleil dans lequel j'étais donc projeté. Puis, je répondais à certaines questions que tu me donnais pendant l'exercice que j'étais, dans le fond, en état d'hypnose. Oui. Et puis, par la suite, ben oui, je l'ai préconisé. Je l'ai utilisé, ça, chez moi. C'est arrivé à certains moments où j'ai eu besoin de faire ça. Oui. Puis, j'en ai vu des bienfaits également. Dis-moi, Alex, qu'est-ce que ça te fait de savoir que ce soleil-là vient de toi? Que tu as choisi ce symbole-là pour travailler avec toi-même, que tu ne l'as pas pris dans un conseil grand public? Bien, pour moi, ça m'a donné encore plus, je trouve, de portée dans mes réflexions, dans mon état de, justement, si tu veux, de sentiment de bien-être, en fait, après, parce que j'ai comme senti que c'était plus adapté à moi, que ça me parlait davantage, justement, puis que ça intervenait peut-être plus dans ce que j'avais besoin à travailler, disons-le comme ça, dans mon quotidien, ou à certains moments, des fois, de ma semaine ou de ma vie, là. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai repéré, en tout cas. Puis le sentiment de bienfait aussi, de bien-être, c'est parce que c'est une chose, parce que pour moi, j'ai senti ton intervention, ça a duré au moins 2-3 semaines là, de plénitude. Puis à peu près 2-3 semaines après, j'ai eu besoin de refaire. Puis à ce moment-là, j'ai ressenti à nouveau, ou à peu près, là, ce que j'avais senti dans ton bureau. Oui, c'est ça. Pendant encore un bon bout de temps aussi par la suite. Là. Si je t'avais imposé le soleil, mettons, on se parle, je t'impose, pense à un soleil. C'est ça que l'outil que je te donne. C'est pas toi qui décides, c'est moi, mais... Ouais. Je choisis un soleil pour toi. Ça aurait-tu eu le même impact, tu penses? C'est difficile à dire parce que ça n'a pas été le cas, très honnêtement, mais probablement que non, j'oserais dire, parce que je suis quelqu'un qui est entêté et qui aime faire les affaires aussi à sa façon, qui aime, le consentement tout le temps. Mais de façon plus sérieuse, je pense pas que ça n'aurait pas été aussi efficace, en tout cas, du moins. C'est pour cette raison-là, en fait, qu'on fait des hypnoses personnalisées qui mènent à un outil personnalisé, c'est pour respecter la personne dans où elle est rendue dans son cheminement et dans sa symbolique. De quoi elle a vraiment besoin, on le découvre ensemble. Oui. Bien, c'est en tout cas une invitation que j'invite les gens à se... Peut-être penser à réfléchir présentement en période pandémique, de stress, vraiment d'anxiété, de trouver une façon pour eux, pour elles, qui nous écoutent actuellement, de trouver une façon qui va leur faire du bien. Ouais. Peu importe c'est quoi la façon, je pense qu'on a tous besoin de trouver une façon. Absolument. Bien, merci d'être passé nous en parler. Merci, très cool Alex. Conversation. Merci à toi. Je vous remercie d'avoir été là. En tout temps, vous pouvez nous acheminer des suggestions, des commentaires sur des sujets que vous aimeriez qu'on aborde à cette émission. Très simple, les courroies de transmission sont au bas de l'écran. Je vous les mentionne quand même, soit sur le tvrl.ca, également notre page Facebook, tout aussi probant pour acheminer donc tous vos commentaires. Évidemment, je veux remercier les gens qui me font rayonner dans la lumière, sous les projecteurs, soit Daniel aux caméras, Jacques également qui est un précieux collaborateur aussi à la caméra. Il y a Manon aussi qui se distingue dans la recherche et Alain à la réalisation. N'oubliez pas, est-ce que vous avez vos cartes pour ce Bingo TV Laval qui vous remet encore ce dimanche dès 9h30 3 500 $, dont 2 500 $ pour la carte pleine. Je vous dis à très bientôt.